Bonjour, les apparitions mondiales du Madoui d'Eric Zurcher ou Zurcher, je sais pas comment on dit. Là, je viens de me taper un superbe film que je n'avais jamais vu. Enfin, j'avais déjà vu le 1, mais j'ai pas vu le 2. Je connaissais les anciens, c'est ça, chapitre 2. Magnifique. 2h45. 2h45 le 2. J'ai jamais vu un film d'horreur aussi long. Je pense que ça n'existe même pas, c'est peut-être le seul. Déjà là, il est déjà long, déjà les anciens des années 90, il est magnifique. Il est magnifique. Et j'ai bien adoré le 2. Très très bon film. Et en plus, ils arrivent à mettre de la flûte de Pan dedans. J'ai quand même reversé une larme déjà dans le 1. Parce que c'est l'amitié des jeunes qui se retrouvent, après ils se retrouvent plus tard, plus vieux. Je trouve ça extraordinaire. Ils arrivent à trouver de l'émotion, même à me faire pratiquement chialer. Et ça, c'est très fort pour un film d'horreur. Parce que la flûte de Pan, je trouve que c'est tellement beau. J'ai l'impression d'entendre des anges. Et ça, c'est fort. C'est une impression aussi de se retrouver jeune. Parce que c'est les années 80. Parce que moi, je suis en plein dedans, donc voilà. Donc, j'ai l'impression, voilà, pardon, de me retrouver un petit peu dans le truc, quoi, je veux dire, dans le film. C'est ça qui est incroyable. Bon, bah, c'est parti. Des apparitions mondiales. D'Eric Zurcher, en tout cas, c'est un très bon film, le 2. Mieux que le 1. Allez. Et après, je fais pas de vidéo pendant au moins 2 jours, hein, parce que je laisse tout le week-end. Ok. Après, je balance un autre truc très intéressant aussi. À Lourdes. Alors, 163. Alors, écoutez bien, c'est très intéressant. De toute façon, je ne suis pas vraiment pressé. La couleur merveilleuse, avec la description de la soucoupe avec les deux humanoïdes, d'accord? La couleur merveilleuse, 5 juin 1983. Lombardie, Italie, 5h50 du matin. Si j'ai bien compris. 4 témoins, 3 hommes et une femme, plus témoins adjacents, plus traces. La zone de Varzy présente un paysage de collines avec des cultures, des bouquets d'arbustes et de nombreuses fermes dispersées. L'observation eut lieu de l'autre côté du village sur le versant nord-est d'une petite colline qui descend en pente douce vers la rivière Staphora. Le dimanche 5 juin 1983 vers 5h50 du matin, 6h du matin, voilà, Mario Clerata, 57 ans, fut réveillé par l'aboiement continu des 2 chiens. Il se mit à la fenêtre et par cette superbe journée, il aperçut en haut de la colline et devant son habitation, à 160 mètres de distance, un objet brillant posé au sol. En observant avec attention, il remarqua un phare de couleur orange qui semblait émaner d'une sorte de coupole, laquelle présentait 3 tranches de couleur, l'orange, une couleur aluminium très brillante et enfin une couleur marron. Bah, faut voir l'aspect, mais de toute façon, vous allez voir le dessin, vous allez comprendre direct. C'est ça. Les 3 étaient si belles et si stupéfiantes que jamais on n'aurait pu les reproduire. Donc faut pas demander le truc. Cette chose ne restait pas immobile. Elle tournait lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et émettait d'étranges lueurs. Il appela sa femme qui vint à son tour observer le spectacle, d'autant plus saisissant que c'était l'aube et que le soleil n'était pas encore levé. Ouais, j'imagine les couleurs, tout ça, puis le soleil qui commence. Ah oui, là, ça doit être magnifique. Par la suite, le signor Claretto descendit à la cuisine, se livrait à des tâches ménagères. Il attendait des invités tout en continuant à garder un œil sur l'objet. Finalement, il décida de monter lentement la colline pour aller voir cet engin de plus près. Il était dans sa cour sur le point de partir quand il vit quelqu'un arriver de la vigne voisine et se diriger droit sur la chose. C'était apparemment un paysan et il parvint à 2 mètres de l'objet. Puis il fait demi-tour et s'enfuit comme terrorisé avant de disparaître sur la route. Bah, tu m'étonnes. C'est là, à ce moment, que jaillit dans son esprit qu'il pourrait bien s'agir d'une soucoupe volante, et simultanément, l'objet commença à s'élever lentement. Il put alors observer la partie inférieure jusqu'à cachée par la luzerne qui faisait 1 mètre de hauteur. Il s'agissait d'une sorte d'assiette renversée, couleur aluminium. Dès que la soucoupe monta, le dôme qui s'apparentait à une cabine de pilotage parut s'effacer et rentrer dans la structure. L'engin survola le terrain en le frôlant à 2 mètres de hauteur, laissant
échappait une substance brune et une sorte de fumée. Il était alors 7h30 du matin et toute l'observation se passa sans bruit, sans déplacement d'air ou d'herbe dans les champs. La soucoupe ressemblait maintenant à un cigare de Havane, bien marron, et elle monta verticalement jusqu'à une hauteur de 25 mètres environ, devenant de moins en moins visible à cause de l'espèce de gaz qui s'en échappait. Finalement, cette émission cessa et la coupole ressortit toujours tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre. Enfin, de mon sens à moi. Une montre, c'est comme ça. Bon. Et toujours avec son fanal orange luisant, elle prit rapidement de la vitesse pour disparaître en direction du sud-sud-ouest. Cette scène de départ fut suivie par deux autres témoins. Bruno Stafforini, 60 ans, agriculteur et colocataire du premier, avait observé l'objet ainsi que son départ. Il avait également vu l'homme s'approcher. Un autre témoin fut le Signaro Bono, Paul Chanteur, qui alterné par les discussions se leva à son tour et observa depuis sa terrasse l'objet et ses merveilleuses couleurs ainsi que son départ. Plus intéressant, l'enquête ultérieure permit de retrouver le témoin qui s'était approché si près de la soucoupe et s'était échappé en courant. Il s'agit d'un agriculteur, Mario Fronti, 63 ans, habitant une ferme des environs où il élevait des cochons. Il s'était justement levé de bonne heure pour leur donner à manger. Apercevant cette lumière, il avait traversé la vigne pour s'approcher de cette machine dotée d'une belle circonférence. Après, je vous ferai le dessin, ne vous inquiétez pas. C'est à proximité qu'il a eu l'occasion d'observer deux humanoïdes, deux nains, qui se trouvaient dans les parages immédiats et avec des pieds très petits, si l'on en jugeait par les traces de pas qu'ils avaient laissées dans l'herbe foulée. Il ne put pas dire grand chose de ces êtres, sinon qu'ils paraissaient tellement empruntés qu'on n'aurait pas dit des personnes. À peine ces êtres l'avaient-ils aperçu qu'il avait fait repartir la soucoupe au plus vite et dans une direction déterminée. Plus tard dans la matinée, le gendre du signor Claretto, qui avait été prévenu, se rendit sur les lieux de l'atterrissage et il trouva comme une espèce de suie qui devait correspondre à ce qu'avait lâché l'objet en partant, et une empreinte circulaire de 5 mètres de diamètre où l'herbe était couchée. Le lendemain, le propriétaire du champ coupa l'herbe, en croyant bien faire, car plusieurs poules étaient mortes de façon inexplicable dans plusieurs fermes. Pauvres poules. Une voiture immatriculée dans le Piémont aurait également été vue peu après, avec deux personnes en blouse blanche, prélevant des échantillons, comme par hasard, sur le terrain. J'envoie le truc. Interpellés, les deux individus seraient repartis de manière précipitée. Ce qui est resté vivace dans la mémoire des témoins de cette aventure, ce sont ces couleurs merveilleuses, j'imagine comme un arc-en-ciel mais en beaucoup plus beau. Incroyable, totalement non reproductible dans la nature. Je vais vous faire voir ce qu'ils ont vu. Et après, les commentaires. Voilà. On peut mettre sur pause, comme je dis tout le temps. J'imagine le multicolore qu'il doit avoir autour. Alors, vous avez la taille des nains, enfin des nains, oui. Extraterrestres, humanoïdes. Voilà. Je vais vous lire les commentaires et je coupe là. Commentaire, un cas vraiment excellent par ses critères mais qui mériterait une enquête un peu plus fouillée, notamment au niveau de la description des deux humanoïdes et de la façon dont ils ont réintégré l'appareil. À noter qu'un temps d'observation total aussi long, plus d'1 heure, est extrêmement rare. En plus, l'engin s'était vraiment livré à une manifestation très ostentatoire et bien contrôlée de bout en bout, avec dans la partie finale une mise en évidence de ses qualités polymorphisme, comme je disais tout le temps, mimétisme et polymorphisme des ovnis, comme il dit Jean Sider. Que j'ai derrière, je crois. Il arrive que des témoignages fassent état de transformation de l'objet, un peu comme le morphing, utilisé en réalité virtuelle pour transformer les visages.
Ces témoignages remettent-ils en cause la matérialité du phénomène ovni? Pas nécessairement, ce serait plutôt le statut de la matière qui pourrait être impliqué. Jérôme Huck donne à ce sujet une indication intéressante dans le second partie de son livre publié à compte d'auteur Le Feu des magiciens. Il est question de transmutation ultra rapide de la matière, sans dégagement de radioactivité, entre éléments voisins de l'échelle de Mendeleïev. Je ne sais plus ce que c'est. Bon, bref, cette piste est corrélée aux micro-fragments parfois récupérés sur les sites d'atterrissage et analysés. Tous les matériaux identifiés dans un même échantillon sont proches dans leur numérotation atomique. Si cette hypothèse se confirmait, nous serions face à une forme d'alchimie scientifique très avancée et constitutive d'une hyperphysique. Par ailleurs, les ovnis maîtrisent une lumière et des couleurs aux intensités troublantes. On est d'accord. La quantité d'énergie nécessaire à une certaine manifestation laisse parfois pantois, et les connaisseurs songent à cet ovni ayant éclairé de nuit toute une vallée du Brésil, comme en plein jour. Ce dernier point mériterait des travaux dédiés. Le cas de Varzi fait partie des 6 ou 7 cas forts italiens, aliens, toujours le jeu de mots, bon bref, qui comportent généralement des témoins multiples et des traces. La suite est étroitement liée à la qualité de l'enquête menée par des ufologues, quand l'information leur parvint suffisamment tôt. Et voilà, c'était très, très intéressant. La couleur merveilleuse du 5 juin 1983. Voilà. Et je coupe là. Voilà. Merci. Très très bon livre. C'est vachement, franchement, ce genre de livre, ça a possédé. Moi, je dis tout le temps, lisez. Voilà. Plus que t'en lis, plus que tu lis, plus que t'en sais. C'est simple. Et j'ai toujours dit. Après, essayer de participer à des conférences, oui, quand il y en a, parce que les conférences, ça n'a pas tellement non plus sur l'île, ça n'a pas des masses, c'est une fois tous les 6 mois, malheureusement. Ou alors, faut inviter des gens, j'en connais, mais bon, c'est tout un truc, c'est un peu chiant. Enfin, je veux dire, c'est le mot. Mais le mieux, c'est de lire, j'ai toujours dit, parce qu'à par Internet, il y a beaucoup de conneries. Ça, j'ai toujours dit. Beaucoup de fake. Et ça, je le dis 100%, il y a beaucoup de fake. Par contre, des livres, il y a beaucoup de vérité, beaucoup plus que sur Internet. Par contre, sur Internet, il y a de très bonnes choses, comme Nura TV. C'est excellent. Ou ODH TV avec Gilles Thomas et Rémi Fauchereau. Et José Bouillon aussi. Et Nura TV, c'est avec Nora. Nurea TV. Ce soir, vous allez le trouver, je vais vous le dire. Je vais pas remettre les liens, voilà. Ça, c'est des très bons sites, sérieux, archéologie, cryptozoologie, des animaux, enfin bref. Ufologie, forcément, paranormal, bon, bref. Mais moi, c'est surtout ufologie. Parce que ufologie, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus vaste. Pour moi, c'est le meilleur, de toute façon. Je coupe là, merci, à bientôt. Et ça, c'est un très bon film, pour celui qui n'a pas vu. Ça, chapitre 2. Magnifique. 2h45, bah dis donc. Pour un film d'horreur, faut le faire. A plus. Dans 2 jours. Là, je vous balance après une vidéo très intéressante, avec Lourdes. A plus, merci.